Kharkiv, Poltava, Jytomyr, sur des dizaines de villes ukrainiennes, sur des millions de civils ukrainiens depuis 13 jours. Cela fait 13 jours que nous n'entendons que des promesses, qu'on nous dit, voilà, cela viendra sous peu et pour aider dans le ciel et qu'il y aura des avions et que les avions nous seront transmis. La faute pour les pertes des vies humaines et les blocus et les frappes aériennes. Et cette faute est évidemment la faute russe, la faute de l'État russe et des militaires russes, de ceux qui donnent ces ordres criminels et qui les exécutent, qui ont violé toutes les lois de la guerre et qui détruisent le peuple ukrainien. Évidemment que c'est la faute de l'occupant. Mais la responsabilité est également sur ceux qui, depuis 13 jours, quelque part à l'Occident, dans leur cabinet, ne peuvent pas approuver une décision évidemment nécessaire pour protéger le ciel ukrainien contre les assassins russes, pour protéger nos villes contre ces frappes de bombes et de missiles, tandis qu'ils peuvent le faire. Ceux qui n'aident pas à enlever ce blocus et ce siège pour des centaines de milliers de gens qui sont entre la vie et la mort, littéralement, et non pas comme dans les commentaires que c'est l'aviation. Cette aviation est nécessaire, elle est vitale. Elle est vitale. Et nous avons entendu beaucoup de promesses et nous avons vu beaucoup d'arrangements, notamment pour créer des couloirs humanitaires pour sauver les civils de Mariupol. Mais ils n'ont pas fonctionné. Pour le moment, ceci n'a pas fonctionné et nous n'avons pas le temps pour attendre. Nous n'avons pas le temps, ni moi, ni les gens de Mariupol. L'occupant veut que nos gens meurent, mais ce n'est pas notre cas. Nous avons envoyé des convois humanitaires pour Mariupol, des transports pour sauver les gens. Nos conducteurs comprennent qu'il faut sauver les Ukrainiens, car les partis russes peuvent fusiller ces gens qui essaieraient de partir, comme ils ont déjà essayé de faire pour ceux qui essaient de quitter la zone des combats. Mais si vous fusillez ces transports ou ces gens qui évacuent, sachez que ceci se passerait sous les yeux du monde entier. Tout le monde entier en sera témoin et pourra témoigner. Je répète, chacun qui donne l'ordre inhumain ou exécute un ordre inhumain sera jugé et condamné de manière la plus sévère. Nous avons vu que la Fédération de Russie parlait d'organiser les sorties des couloirs de Soumy et d'Inde, de Soumy où il y avait des Ukrainiens et les habitants étrangers, les étudiants étrangers. On nous avait dit que c'est la Croix-Rouge qui interdit d'utiliser l'emblème pour les véhicules, pour les convois humanitaires, comme si cela leur appartenait à ceux qui ne veulent pas que ça se fasse, et cela montre que les gens qui ont une influence importante ont décidé de mettre une croix sur les Ukrainiens. Mais nous ne laisserons pas faire et je ne laisserai pas faire. Nos amis sont à nos côtés. Je m'adresserai au peuple du monde entier. Si les leaders du monde entier ne mettent pas en place les efforts nécessaires pour mettre fin à cette guerre et à ce génocide, évidemment que nous continuerons à parler aux leaders et aux parlementaires du monde entier qui savent comment aider l'Ukraine. Nous avons eu 24 heures très chargées. J'ai parlé au président de la Lituanie, Gitanos, qui est toujours coude à coude avec les Ukrainiens. J'ai parlé au président du Conseil européen, Charles Michel. J'ai parlé au Premier ministre indien, M. Modi. Mais il y a des choses qui ne se décident pas dans les pourparlers, qui ne dépendent pas de telle ou telle personne, mais qui dépendent de l'humanité pour que la peur soit vaincue et
n'importe quelle compromission soit vaincue et alors nous verrons que le ciel ukrainien est un ciel en paix et les villes ukrainiennes les villes en paix et nous pouvons le faire ensemble en tant qu'habitants du monde. Ici, le monde se tient de côté, eh bien, les mêmes valeurs, les valeurs communes peuvent être perdues. Et avant tout, c'est le droit à la vie. Le droit à la vie, et c'est le droit que nous défendons en Ukraine, avec nos villes et avec nos militaires. Et c'est exactement le droit dont l'occupant faible veut nous priver. Et il faut défendre ce droit pour protéger le monde entier. Gloire à l'Ukraine. Voilà, donc pour cette allocution du président ukrainien, quelques messages à retenir. D'abord son appel à l'aide et sa colère. Il demande à l'Occident de prendre ses responsabilités, d'aider davantage l'Ukraine et son peuple. Il parle de guerre et de génocide. Il demande aux parlementaires, aux présidents du monde de faire preuve d'humanité. Il implique davantage le monde dans cette guerre. Il a besoin d'aide, le président ukrainien, il le dit en direct. Le discours est très simple. Le président américain, dès le début, a dit « Je n'interviendrai pas personnellement dans cette affaire ». L'OTAN également a dit « Nous n'interviendrons pas ». Et là, M. Zelensky demande à ses alliés d'intervenir à ses côtés. C'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est nous entraîner dans le conflit, quelque chose que nous n'avons pas l'intention de faire. Dès le début, on a dit on ne veut pas déboucher sur une guerre mondiale, c'est-à-dire venir à la confrontation avec le régime russe. Bon. Alors, il veut, au contraire, faire un appel en ce sens. Alors, il appelle les peuples, non pas les gouvernements seulement, en disant, voilà, on a besoin de vous. Il est en train de découvrir l'amertume de la solitude relative des États qui sont face à une situation dans laquelle leurs alliés ne veulent pas aller jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Mais les alliés sont déjà impliqués dans ce conflit. Alors, il n'y a pas d'envoi de troupes au sol, mais il y a des envois d'armes, il y a un soutien logistique, il y a des sanctions économiques. On est déjà impliqué dans ce conflit. Oui, dans une certaine mesure. Mais ce qu'ils voudraient, c'est une participation effective de l'aviation américaine, par exemple, ou des avions français ou britanniques, etc. Bon, ça, nous avons décidé que nous ne le voulons pas. On ne veut pas de confrontation directe. On veut bien donner une aide, ce qui est une chose, mais nous ne voulons pas participer de façon physique, déclarée, à un conflit avec la Russie. Je voulais réagir, Frédéric Delpech. Oui, alors pour bien préciser à ceux qui nous écoutent, en fait, ce que demande le président ukrainien, ce n'est pas verbalement une participation, c'est une zone, et il a déjà demandé plusieurs fois d'ailleurs depuis le début du conflit, une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, donc qui empêcherait théoriquement l'aviation russe d'emprunter cette zone d'exclusion. Le problème effectivement, c'est que s'il y a une zone d'exclusion aérienne, il faut la faire respecter. Et ça impliquerait par exemple, s'il y avait un avion russe qui survolait à ce moment-là l'Ukraine, que l'aviation occidentale se pose la question d'abattre cet avion. Et donc, d'une certaine manière, d'être entraîné dans le conflit. Donc effectivement, c'est une demande qu'il réitère, mais ce n'est pas la première fois. Il l'a déjà demandé à de multiples reprises, cette zone d'exclusion aérienne. Et là, aujourd'hui, il réitère cet appel. Alors, il le fait quand même avec beaucoup d'acuité, d'ailleurs, dans cette intervention. On sent quand même une forme d'agacement du président ukrainien qui peut-être aussi demanderait un certain nombre d'autres gestes, notamment il ne l'a pas dit, mais sur les questions d'embargo du gaz russe, peut-être aussi. C'est plus que de l'agacement, c'est de la colère. C'est rare de voir Volodymyr Zelensky, qui est resté très maître de lui-même jusqu'à présent, en tout cas, parler comme ça, s'adresser comme ça au monde. Certains Ukrainiens considèrent que ce conflit dont vous parlez, ce conflit globalisé dont vous parlez, cette troisième guerre mondiale, puisque c'est de ça qu'il a été question, a déjà commencé. Vous estimez que ça y est, c'est le début de quelque chose d'autre, que la Russie va aller plus loin que les frontières ukrainiennes? Eh bien, écoutez, en quelques mots, j'ai entendu il y a quelques jours une conversation entre une journaliste ukrainienne et Boris Johnson.
où la journaliste ukrainienne a posé la question au Premier ministre britannique, mais pourquoi l'Europe, pourquoi la Grande-Bretagne ne fournissent-ils pas à l'Ukraine des armes plus efficaces contre les attaques aériennes? Pourquoi n'instaure-t-il pas la non-fly zone? Elle a évoqué de façon très légitime le mémorandum de Budapest, signé, je vous rappelle, en 1994, y compris par la France, et qui nous a garanti notre souveraineté et notre intégrité territoriale en échange de désarmement nucléaire. Boris Johnson a répondu que, effectivement, la fermeture de l'espace aérien impliquerait les confrontations avec l'aviation russe et que cela signifierait l'entrée en guerre. Ce que moi, effectivement, m'étonne profondément, c'est que l'Europe n'a toujours pas compris qu'il est déjà en guerre. Vladimir Poutine, autre jour, il a déclaré lui-même: les sanctions contre la Russie s'apparentent à une déclaration de guerre. Je pense qu'il est évident que le monde entier a intérêt d'arrêter Vladimir Poutine aujourd'hui, à la frontière ukrainienne, tant qu'il est encore temps. Merci beaucoup Nadia Bernard-Kovalchuk, merci Gérard Chalian et merci Général. Vous restez encore avec nous, il est pratiquement 11h. Si vous nous rejoignez, l'édition spéciale sur LCI se poursuit, consacrée au 13e jour de l'offensive russe dans le pays et ce cessez-le-feu qui a été annoncé depuis 8h ce matin par la Russie dans 5 villes situées dans les principales zones de combat pour permettre aux civils d'évacuer. Une évacuation qui a été confirmée par